Il y a un désistement du dernier cours. Alors, si vous avez des questions concernant ce qu'on a fait déjà, en attendant que les quelques-uns arrivent. Est-ce que vous entendez le son? Oui, monsieur. Oui, mais Monsieur, j'aurais une question. Enfin, la série تاع les piles. Oui, Est-ce que je peux... كاين واحد l'exercice تاع on va vérifier si une phrase est correctement introduite. شغل هذيك تاع les parenthèses. oui, انا جاتني une idée ما عرفتش اسكو تقدر تمشي لي اسكو نقدر نقول لك شغل كيفاش درت l'algorithme. oui. Alors, شيخ انا هذيك la parenthèse ouvrante. Je l'ai codé comme étant un plus un. C'est un entier. Quand il a la parenthèse ouvrante, il va mettre un plus un. Ou quand il aura une parenthèse ouvrante, du coup, il dit un plus un. Ça, quand il y a une parenthèse à 3 fermante, il est moins un, moins un, moins un. Après, si Oui. les trois, la somme, elle est inférieure à zéro, ça veut dire que la phrase, elle est fausse. Non. Si tu utilises juste le compte, tu te bases sur le compteur seulement, ça ne va pas donner le bon résultat. Ça ne va pas donner le bon résultat. Parce que supposons que tu as une parenthèse ouvrante, ouvrante, ok, Oui. on va te fermante. Ensuite, bon, je dirais, tu vas tester est-ce que c'est négatif à la fin. Non, monsieur, c'est pas si elle est négative à la fin. Dès qu'elle est négative, on sort et on retient qu'elle est fausse. Ça veut dire qu'il y a plus de parenthèses fermantes que d'ouvrantes. Oui, Et mais si à la fin, oui, le, monsieur, le- tu sais. oui. Le principe, c'est pas que, bon, une fausse manipulation des compteurs peut te rendre le résultat faux. Ce c'est pas oui, parce que le nombre de parenthèses ouvrantes soit égal au nombre de parenthèses fermantes. Parce que peut-être qu'on a l'égalité entre les parenthèses ouvrantes et fermantes, mais l'expression, elle est fausse. oui, mais monsieur, dans ce cas, ça impliquera que la parenthèse fermante soit avant la parenthèse ouvrante. Oui, Or, si si tu le vérifies, compteur, oui, si si le tu compteur vérifies est ça, oui, c'est négatif, OK. ça sort. Oui. Bon, d'accord. Si tu fais les vérifications à dos, c'est OK. Merci, monsieur. On a dit la vérification des parenthèses. Je peux utiliser les piles, c'est plus simple. Là, je peux utiliser le compteur tout court, mais il faut faire des contrôles sur le compteur là parce que ça peut fausser les calculs. Merci, monsieur. Rien. Bon, je vais continuer sur les tables de hachage. Bon, c'est vrai que c'est le dernier cours, mais les idées à l'étape de hachage, on peut les exploiter, même si on n'utilise pas d'étape de hachage, même si on n'utilise pas directement l'étape de hachage, mais on peut exploiter l'idée derrière l'étape de hachage dans d'autres exercices. C'est pour ça que je suppose que le cours il est quand même important, indépendamment des examens. Là. Ça se peut que mais être directement dans l'examen, mais les idées que vous pouvez avoir à travers l'étape de hachage, vous pouvez les appliquer ailleurs. Et donc, c'est bien de comprendre le fonctionnement des tables de hachage, que ce soit la recherche, les insertions, les suppressions, ainsi de suite. Donc, mis à part, c'est-à-dire indépendamment de l'examen, est-ce qu'on va avoir des exercices sur les tables de hachage ou pas, si vous comprenez le principe de la table de hachage, vous pouvez utiliser leur fonctionnement, c'est-à-dire leur principe, même dans les piles, dans les fils, c'est-à-dire pas directement d'une manière directe, je vais utiliser une table de hachage, mais je peux utiliser l'idée de la table de hachage. C'est pour ça que, en plus de, c'est une connaissance que vous devez acquérir, vous en aurez besoin pour le L3 ou pour les masters. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens bon, ils abandonnent le cours de toute façon, monsieur Al-Hadabrak, les derniers temps. Peut-être c'est parce que les séances, elles sont enregistrées. Bon, on continue. Donc, on s'est arrêté la dernière fois, la comparaison des trois sondages.
On l'a déjà vu, ça y est. Bon, si je vais vite ou là, vous m'envoyez des messages ou là, vous pouvez utiliser vos mics. Donc, on a la meilleure méthode, c'est le double chaînage. Ensuite, le sondage quadratique et le sondage linéaire. Bon, le sondage chaîné, en utilisant les listes chaînées, il vient en quelque sorte en quatrième position. En plus, bon, un des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le nombre de clés peut être supérieur à la taille de la table, parce qu'on utilise un espace externe. Mais l'inconvénient, c'est justement la recherche ou bien l'insertion, elle peut aller jusqu'à O de 1 parce que ça va s'orienter vers les O de. La recherche dans des listes chaînées. Et en plus, l'espace externe, c'est déjà un inconvénient parce que parfois, on doit limiter l'espace de recherche. Parce que généralement, lorsqu'on utilise des tables de recherche, ça veut dire qu'on connaît à peu près les données, nos données, on les connaît, et donc on va limiter la taille de la table. Bon, maintenant, comment on utilise les tables de hachage dans la recherche? Si je veux maintenant, une fois qu'on a rempli notre table, donc elle est pleine, donc j'ai inséré toutes les clés, comment je vais l'exploiter pour justement faire des recherches dans cette table? Alors, étant donné une clé K, la recherche de l'information ou bien de la valeur, parce que n'oubliez pas que les tables de hachage, c'est une association en quelque sorte entre clé et valeur. Vous avez la clé et la valeur qui la représente, qui est associée à cette clé. Donc, c'est la valeur qui est enregistrée dans le tableau. À quoi? À l'indice H de K. Donc, vous avez la clé de la valeur. Donc, en quelque sorte, les tables de hachage, on a des couples K-valeur, la clé et la valeur associée. Et je vais insérer chaque valeur associée dans une case, qu'on a appelée alvéole, d'indice H de K. Parce que le K peut être plus grand que la taille du tableau, mais on va le compresser de la fonction de hachage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la recherche? Je dois d'abord suivre pratiquement le même chemin que l'insertion. On va calculer la valeur hachée de la clé, H de K. Si la valeur stockée dans l'alvéole, bien la case, elle est égale à la valeur. Donc, dans ce cas-là, on arrête la recherche et je vais dire que ma valeur existe. Ce que je cherche existe dans la table. On calcule la valeur hachée, j'accède au tableau, la valeur sauvegardée stockée dans l'alvéole, dans la case, elle est égale à la valeur associée à cette clé. Et donc, on arrête la recherche. Maintenant, si la valeur elle est différente, ça veut dire que je vais passer au sondage. Bon, si j'utilise les sondages chaînés, je vais faire la recherche dans la liste. Sinon, je vais chercher dans le même tableau et en refaisant le même sondage. Ça veut dire que si on utilise le sondage linéaire, je vais continuer avec un sondage linéaire. Si c'est quadratique, je continue avec le quadratique, ainsi de suite. Je refais exactement ce qu'on a fait l'insertion. Alors, si la valeur est différente, je vais passer au sondage. Le sondage, maintenant, j'ai 3 cas. Ou bien que la valeur associée est trouvée, c'est-à-dire en avançant, en utilisant le sondage, quel que soit le type de sondage. Ne m'intéresse pas, le principe, c'est le même. Si je trouve la valeur, j'arrête la recherche. Et je vais dire que la valeur existe. Maintenant, si le sondage arrive à un alvéole vide, une case vide, dans ce cas, j'arrête. Même si je n'ai pas encore atteint la limite. Pourquoi? Parce que, bon, je mets le vide ici souligné, on va voir pourquoi. Donc, si j'atteins une case vide, un alvéole vide, j'arrête la recherche et je vais dire que l'élément n'existe pas. Bien, la valeur associée à la clé n'existe pas. Si je ne trouve pas de case vide et j'atteins la taille maximale du tableau, parce qu'on a dit qu'on va travailler sur 0, 1, moins 1, le sondage, on avait dit que si, en faisant les sondages, j'arrive à 1, moins 1, ça veut dire que la table, elle est pleine, et donc on ne peut pas insérer. La recherche, si j'arrive à 1, moins 1, je vais dire que la valeur n'existe pas. On ne va pas parler de table pleine ou pas, mais on va dire que la valeur n'existe pas. Donc, dans quel cas la valeur n'existe pas? C'est dans les deux derniers cas. Les deux derniers cas, donc la valeur associée à la clé n'existe pas, ou bien que j'atteigne une case vide, ou bien que j'atteigne la limite de la table qui est m-1. Exemple. On se donne la table précédente qu'on a vu le cours passé, après insertion de toutes les clés, en utilisant le sondage linéaire. On a vu 3 types de sondages, linéaire, quadratique et double hachage. Bon, quel que soit le type de hachage, de sondage utilisé, le principe c'est le même. Donc, je vais choisir le plus simple là.
qu'on a vu le premier exemple. Donc, on avait inséré toutes les valeurs. La situation avec le sondage linéaire, c'était ça. Maintenant, supposons qu'on cherche la valeur 15. Supposons qu'une fois qu'on a rempli le tableau, j'ai une recherche, il y a une clé 15, est-ce qu'elle existe dans la table ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je calcule sa clé hachée, en utilisant bien sûr le sondage linéaire. Donc, h de 15, 0 est égal à 6. 6, j'accède à la table 6, je vais comparer la valeur là. Est-ce que 600 est égal à 15, la clé que je cherche? Non. Donc, la valeur pour le moment, elle n'existe pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je commence le sondage. Le sondage linéaire, donc c'est, j'ajoute un i, toujours c'est h de k plus i mod m. Donc, je calcule la nouvelle clé. H de 15, c'est H de 15, H2 de 15, c'est H de 15 plus 1 mod 9, ça me donne le 7. J'avance, la 7, je trouve une valeur occupée, mais elle est différente de 15. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue mon sondage. Je continue mon sondage avec i égale à 2, je trouve 8, j'accède à la case 8, je trouve que 15, c'est égal à t de 8. Donc, t de 8 est égal à la clé. Donc, j'arrête la recherche et je vais dire que la valeur existe. C'est clair. Donc, la recherche d'une valeur qui existe, voilà comment ça se passe. Je calcule la clé la première fois et je compare la valeur sauvegardée dans le tableau, stockée dans la case, est-ce qu'elle est égale à ma clé, à la valeur associée à la clé, et non pas la valeur hachée. La valeur hachée, c'est 6. La valeur de la clé, c'est 15. Moi, je vais comparer T de la valeur hachée, T de 6, avec la clé 15. Est-ce qu'elle est égale? Tant qu'elle est différente, et tant que je n'ai pas atteint la fin, j'avance. Si je trouve la valeur, j'arrête. Si je trouve la fin, j'arrête. Si je trouve la valeur, j'arrête la recherche avec le résultat existe. Si j'atteins la fin, je vais dire que la valeur n'existe pas. Donc, on prend le deuxième cas où la valeur n'existe pas. Supposons qu'on cherche la valeur 20. Donc, une clé 20, je vais calculer sa valeur hachée pour trouver il correspond à quel alvéole dans la table. Je calcule donc la première fois. Il me donne 2. 20 moins 9, c'est 2. J'accède à la case 2. Est-ce que la valeur associée est égale à la clé? Non. Donc, T de 2 est différent de 20. Donc, je vais continuer le sondage. Avec I égale à 1, je trouve donc c'est 2 plus 1, c'est 3. T de 3 est toujours différent de 20. Donc, pour le moment, la valeur n'existe pas. On n'a pas encore atteint la fin, donc je continue mon sondage avec i égale à 2. C'est un sondage linéaire, donc j'incrémente le i avec, à chaque étape de 1. T de 4, c'est toujours différent de 20. Je continue mon sondage. H de 20 plus 3, c'est 5. Alors, là, 5, c'est une case vide. Si j'arrive à une case vide, j'arrête. Et j'arrête en disant que je n'ai pas trouvé la valeur, donc la valeur n'existe pas, et on arrête la recherche. C'est bon? Donc, en quelque sorte, la recherche dans une table de HA, c'est quoi? C'est une recherche séquentielle indexée. Ça veut dire qu'on va faire un accès direct à la première valeur qui correspond aux différentes collisions possibles pour la clé. Maintenant, s'il y a collision dans cette case, s'il y a eu collision au moment de l'insertion, maintenant, on doit faire des recherches séquentielles. Séquentielles en suivant le mode de sondage. Si c'est un sondage linéaire, donc c'est une séquence de i plus 1 à chaque fois. Si c'est un sondage quadratique, donc je vais suivre la fonction quadratique utilisée. Si c'est un sondage à double hachage, une minute, on va continuer. Fermez la porte. Ok, je m'excuse. Je suis dans une autre école. Monsieur, Oui. monsieur, علاش حبسنا لا recherche كي لقينا une case vide? C'est parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on avait fait l'insertion, lorsque M, lorsque l'indice I, le sondage arrive à M-1, j'arrête la recherche.
Ça veut dire quoi? Lorsque je cherche la clé 20, en faisant le sondage, donc je vais suivre. Si j'arrive à une case vide, ça veut dire que les insertions, c'est clair. Donc on n'avait pas, parce que s'il y avait des insertions, la suite du sondage, on aurait trouvé la valeur. Donc si j'arrive à une case vide, ça veut dire que la recherche en c'est pas la peine de continuer, la valeur n'existe pas. Parce que si la case AD n'était pas vide, ça veut dire qu'elle va faire en quelque sorte partie d'un sondage lors de l'insertion. Alors, puisque l'insertion, elle n'a pas été utilisée, donc toutes les cases Hadoma utilisées qui sont en orange ici, elles correspondent à des clés qu'on avait insérées. Si je ne trouve aucune case occupée orange qui est égale à ma clé, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Et si j'atteins le vide, j'arrête parce que si la valeur existait, il n'aurait pas eu de vide dans la table. D'accord. Okay. Donc, on a un déf de. Qu'est-ce qu'on avait là? Là, voilà. Le sondage s'arrête dans les cas suivants. Ou bien que la valeur associée est trouvée, j'arrête le sondage. Ou là, le sondage arrive à un alvéole vide, j'arrête le sondage. Ou là, le sondage arrive à l'indice maximum. Et donc, la table pleine et ils sont trouvés là-bas. Bien. Maintenant, la suppression des clés. Alors, n'oubliez pas qu'on avait dit, débuter le cours, que lorsqu'on veut supprimer les tables classiques, on faisait des décalages. Mais le problème des décalages, c'est qu'il va augmenter la complexité de la suppression, de la mise à jour de suppression. Et donc, on avait dit qu'on pouvait trouver une solution, c'est d'ajouter un indicateur. C'est d'ajouter un indicateur. Donc, au lieu de faire des décalages, on va dire seulement que cette case-là, elle a été supprimée. Le problème qui se pose pour les méthodes à adressage ouvert, bon, si c'est un adressage chaîné, le problème ne se pose pas. Ça veut dire que je vais supprimer la liste, supprimer un élément de la liste. Les sondages ouverts, ça veut dire que tous les éléments, ils sont à l'intérieur de la table. Donc, quel que soit le sondage utilisé, il va y avoir un problème de la suppression. Lequel? Alors, si l'alvéole d'un élément supprimé devient vide, s'il devient vide, lorsqu'on va faire la recherche et je trouve une case vide, qu'est-ce qu'on dit? Si au moment du sondage, on rencontre une case vide, qu'est-ce qu'on avait dit? N'existe pas, l'élément n'existe pas. L'élément n'existe pas. Bien, l'élément n'existe pas. Alors, si on décide d'utiliser un indicateur de telle sorte que lorsqu'on supprime une valeur, sa case devient vide. Dans ce cas, le chemin du sondage, le chemin des sondages, il va être coupé. Et ainsi, on va perdre les éléments de la table. On va perdre quelques éléments de la table, ceux qui ont été insérés après la valeur supprimée, on va perdre en quelque sorte le chaînage. Un exemple. Supposons la situation est faite. On voulait chercher la valeur 15, mais après la suppression de 16. J'ai le 16, il est en orange, donc il est occupé. Si je supprime le 16, sa case devient vide. Elle devient en vert. OK. Avec cette situation-là, supposons qu'on cherche la valeur 15. Qu'est-ce qui va se passer? On va calculer la clé hachée de 15. Il y a 6. T de 6, il est occupé. Il est en orange, mais il est différent de 15, donc ça ne nous arrange pas. Je continue mon sondage. Je calcule la clé hachée A égale à 1. Je trouve une case vide. D'après la règle, si je trouve une case vide, j'arrête. Je vais dire que la valeur n'existe pas. Or, la valeur existe. Donc, le fait de remplacer la case directement par vide, en quelque sorte par un indicateur vide, va couper justement le chemin. Le chemin du sondage. Donc, au lieu de continuer jusqu'à 15, on a eu une coupure ici parce qu'on a rencontré une case vide. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est que on va dire que on va utiliser un indicateur d'état, mais
il est composé de 3 états différents, et non pas 2. Mais chez occupé ou la vide. On va utiliser 3 états. Comment? Les 3 états, c'est quoi? C'est libre, une case libre. Bon, je le mets ici en vert, juste pour comprendre les couleurs. L'alvéole est effectivement vide, réellement vide. Ça veut dire qu'il ne contient aucune valeur. J'utilise un état occupé, je le mets ici colorié avec un orange. L'alvéole, il contient une valeur de l'ensemble des clés. Maintenant, on ajoute un état supprimé, que je mets ici en bleu, qui veut dire que l'alvéole ne contient pas de valeur effective. Ça veut dire qu'il peut contenir une valeur. En quelque sorte, c'est une suppression logique. Ça veut dire qu'il peut contenir une valeur, mais par rapport au système Tana, on va dire que la case, elle est vide. Vide, mais pas dans le sens où elle est libre. Donc, elle ne contient pas de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour l'insertion, mais en cas de recherche, il n'arrête pas la recherche. Ça veut dire s'il rencontre une case supprimée, la recherche va continuer. Donc, le chemin qui était arrêté pour l'après, on va le continuer. La discontinuité ou bien l'arrêt de la recherche se fait lorsqu'on rencontre une case libre. Le vide Ta'na qui était souligné, donc ça devient libre. Mais si c'est supprimé, je n'arrête pas. C'est clair la différence. Je reprends l'exemple. Bon, automatiquement, l'état qui a 3 valeurs possibles, il va influer sur la procédure d'insertion et de recherche. Après, on va voir comment. Il faut faire des modifications sur l'insertion, des modifications sur la recherche, de telle sorte à prendre en compte les 3 cas. Mais si on a vide ou la non vide. Ici, donc, vous avez 3 cas, libre, occupé ou la supprimé. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Alors, supposons qu'on va faire la recherche de 15 après suppression de 16. Maintenant, donc, vous avez l'état occupé, orange. L'état libre, c'est en vert. Maintenant, on a introduit un nouveau état qui s'appelle supprimé, qui n'est ni occupé ni libre. Il est entre les deux. Alors, si je supprime le 16, en quelque sorte, je ne vais pas libérer la case 16, mais je vais la déclarer supprimée, en bleu. C'est clair. C'est vrai que la valeur qu'elle contient ne nous intéresse pas. La prochaine fois, si je trouve une case bleue, l'insertion, c'est comme si c'était vert, kif kif. Je peux l'utiliser. Mais les chemins, elle ne va pas me couper les chemins. Donc, si je trouve une case supprimée, donc en bleu, je continue mon sondage au lieu d'arrêter le sondage. Ça veut dire quoi? Si je cherche la clé 15 maintenant, je vais calculer la valeur H la première fois. Maintenant, elle est en orange. Donc, l'indicateur, c'est occupé. Occupé, d'accord, mais la valeur est différente de la clé. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je continue mon sondage. Je trouve 7. Alors, je trouve maintenant le T de 7, il est supprimé. Il est en bleu. Donc, son indicateur, c'est supprimé. Si je trouve que l'indicateur est supprimé, je ne vais pas arrêter et dire que la valeur n'existe pas. Je vais continuer mon sondage. J'ignore la case en quelque sorte. Elle est supprimée, je l'ignore. Et je continue mon sondage. Bon, ici c'est 8, c'est pas 7. Il y a une erreur de saisie. Donc, là, Paul Bellet, la case elle est occupée, elle est en orange. Et T de 8, il est égal à 15. Et donc, je vais dire que ma valeur existe et j'arrête la recherche. Donc, c'est comme si la case 7 était occupée avec une valeur différente de 15. Si elle est supprimée, je vais l'ignorer, je vais la sauter. C'est comme si c'était une valeur occupée et différente de ma clé. Donc, il y a une différence. Donc, l'état libre, l'état occupé en orange et l'état supprimé en bleu. Bon, je vais corriger rapidement pour ne pas avoir des trucs après. Donc, ça, c'est la case 8, c'est 7 plus 1. OK. L'implémentation. Comment on va programmer maintenant? On a dit ici, il va y avoir une influence sur les procédures d'insertion et les procédures
les actions de recherche, le fait qu'on a un état qui peut avoir 3 cas possibles, donc ça va influer sur les procédures d'insertion. C'est quoi l'implémentation? Alors pour l'implémentation, on utilise un tableau d'enregistrement au lieu que ce soit un tableau de valeurs directement. Pourquoi d'enregistrement? Parce que qu'on a à chaque valeur associée à la clé, on doit ajouter un champ état. Et pour pouvoir ajouter le champ état, donc automatiquement les éléments du tableau, ce sont des enregistrements. Donc si c'est déjà un enregistrement, je vais rajouter le champ état. Si c'est des valeurs simples, réelles, entières ou booléennes, dans ce cas, je vais changer la structure et je vais dire je vais ajouter un état à la valeur associée et donc je vais construire mon enregistrement qui va jouer donc le champ état, il va jouer le rôle de l'indicateur. Alors les couleurs qu'on avait utilisées, l'orange, le vert et le bleu, je vais prendre les valeurs Hadoma 0, 1, moins 1 par exemple. Je vais prendre 0, 1, moins 1 pour désigner respectivement les états libres, donc 0 c'est libre, 1 c'est occupé, moins 1 c'est supprimé. Et donc on va exploiter les codes pour au moment de l'insertion et au moment de la recherche. Exemple d'implémentation, donc on se donne une table de hachage contenant des entiers seulement. Théoriquement, des entiers, donc c'est une table d'entiers. Mais puisqu'on va rajouter le champ état, je dois changer la structure et dire je vais déclarer des tables d'enregistrement qui contiennent d'une part la partie valeur, qui est dans ce cas c'est juste un entier seulement, et je vais lui rajouter le champ état. Donc je déclare un type que j'appelle item. C'est un enregistrement, fait la valeur de la table, c'est la valeur initiale de mon problème. Si c'est un entier, c'est un entier. Si c'est des étudiants, par exemple, c'est des étudiants, c'est des produits avec des enregistrements de produits. Donc, à tout ça, moi, je vais rajouter un état entier, de type entier, qui peut prendre les valeurs 0, 1, moins 1. Ensuite, je déclare mes tables de hachage. Un type de table de hachage, c'est un tableau. Bon, là, je limite à 100. Je peux avoir 10 000, 1 million, ainsi de suite. De quoi? De item, donc d'enregistrement. Initialement, pour pouvoir insérer des éléments dans la table, il faut que toutes les cases soient libres. C'est clair? Je dois déclarer initialement, avant de commencer le traitement avec la table, je dois libérer tous les alvéoles, donc toutes les cases de la table. Ça veut dire que je dois initialiser les éléments de la case, le champ état doit être mis à 0. Bon, une simple boucle. Je vais dire pour i allant de 1 à m, tel que m c'est la taille de la table. Je vais dire que th de i, je fais référence à l'enregistrement, point état reçoit 0. Pour dire maintenant, au début, toutes les cases elles sont libres, donc je peux exploiter toutes les cases. La procédure d'insertion. Alors, l'insertion d'une valeur v dans une table de taille m en utilisant un sondage linéaire. Bon, j'utilise un sondage linéaire, je peux changer le type de sondage, mais il suffit de changer la fonction de sondage à l'intérieur de l'algorithme. Bon, un exemple simple, je vais prendre un sondage linéaire pour la résolution des collisions. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais appeler la procédure hachage h-insert. Donc, je lui donne en entrée-sortie une table de hachage, th, de type thh. Je lui donne sa taille, la taille de la table, m, et je donne la valeur à insérer, la valeur de la clé à insérer. Bon, j'utilise des variables internes, le i, la clé de v, parce que je vais calculer sa clé. On a chaque clé, je vais calculer sa clé hachée. Donc, cv, c'est la clé hachée. Une variable clé pour récupérer la clé utilisée. Bon, là, j'initialise la clé à -1, c'est le cas d'erreur, pas de case libre. Donc, si la clé, je n'arrive pas à trouver une clé positive, ça veut dire que la table est pleine. Parce qu'on a fait l'insertion, en utilisant les sondages adressage ouvert, à un certain moment, si la table est pleine, je ne peux pas insérer. Alors, pour dire que je n'ai pas trouvé de valeur, je vais remettre une clé négative. Si je remets une clé négative, ça veut dire que je n'ai pas trouvé de case libre, que je n'ai pas trouvé d'alvéole libre. Bon, je commence à i égale à 0. Donc, je dirais, tant que i est inférieur à m, donc je n'ai pas atteint la valeur maximale, bon, comme dès le départ, que je peux utiliser des intervalles 1, m, ou bien 0, m-1. Alors,
si j'utilise les 1m, donc ça va être inférieur strictement à m. Maintenant, j'utilise le 1 plus dans le cas où les tableaux commencent à partir de 1. Si j'utilise des tableaux qui commencent à partir de 0, j'élimine le 1. Voilà ma fonction de hachage. En utilisant le sondage linéaire, on a la clé hachée, CV, elle est égale à quoi? Elle est égale à H de K, qui est égal à V mod M, on l'a vu déjà là, plus I, donc c'est H de K plus I, le tout mod M. En quelque sorte, des CV, c'est quoi? C'est le H2 de V. On avait dit dans le cours, H2 de K, c'est quoi? C'est H de K plus I, le tout mod M. Or, H de K, c'est lui-même le K mod M. Donc, regardez, c'est H de K. Je lui rajoute le I. Le tout mod M, ça me donne le H2 de V. Le plus 1, comme en cas où on utilise des tableaux qui commencent à 1. Si vous voulez programmer en C, le 1 parce que je travaille sur 0, 1, moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je calcule ma clé, H2 de V. Si je trouve que l'état est inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou bien que c'est 0, donc c'est libre, ou bien que c'est négatif, ça veut dire quoi? Si c'est négatif, ça veut dire quoi? Libre ou supprimé. Si l'état est négatif, ça veut dire quoi? Supprimé. Ça veut dire supprimer. Si elle est supprimée, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'insertion? Oui. Oui. Voilà, oui. Donc, l'insertion, vous voyez, tient compte de l'état. Si l'état est libre, donc c'est la situation naturelle. La case est libre, donc je vais prendre la clé. Clé égale CV, celle que j'ai calculée en utilisant la fonction de hachage. Si elle est supprimée, donc moins 1, c'est négatif, je considère que la case, elle est libre. Donc, elle est supprimée logiquement seulement. Et donc, je peux l'exploiter. Donc, l'état ou bien qu'il est libre, ou là, la case, elle est supprimée. Donc, les deux cas, la case m'intéresse. Donc, je vais prendre sa clé. Clé calculée en utilisant la fonction de hachage. Bon, sinon, j'avance, je continue mon sondage. Le sondage s'arrête quand? S'arrête quand le I devient M. J'atteins le M. J'arrête. Ou là, la clé devient positive, ça veut dire que ce n'est plus un cas d'erreur, j'ai trouvé un alvéole vide. En sortant de la boucle, si la clé est positive, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je vais? Je vais insérer ma valeur dans la table. Donc, je vais mettre TH clé de val. C'est un enregistrement. Donc, la position, c'est clé. Je viens de la calculer. Le champ TS et val, je le mets avec. Ensuite, je vais dire que l'état classe, maintenant, il devient occupé. 1. De telle sorte que la prochaine fois, il décline l'état positif, ça veut dire que je ne peux pas l'exploiter, il est occupé déjà. Sinon, je peux écrire erreur table pleine. Parce que si je sors de cette boucle, j'atteins la taille maximale sans trouver une clé positive, je vais dire que la table est pleine. C'est bon l'insertion? Monsieur. Oui. Oui. Oui, je vous entends. Alors, c'est quoi la question? Il n'y a pas de question? Monsieur. Oui. S'il vous plaît, dans votre cas, nous utilisons des tableaux à partir de 0 à moins 1. De 0 à 1? Non. Oui. On a parlé de 1 à m. Donc, je commence I à partir de 0. C'est à cause de la fonction de hachage, parce qu'on utilise les modes, donc je dois utiliser un 0. Les résultats de la fonction, je leur rajoute un 1 pour dire que si le tableau commence à 1. Maintenant, si le tableau commence à 0, j'enlève le 1. Parce que les fonctions de hachage qui font avec le mode il y a 0, il y a 1. Oui, oui, monsieur. Et donc, tu ajoutes un 1 pour faire la case 1. Sinon, quand on a 0 حتى ل 1 on fait pas plus 1. باش نطيحوا في la case 0. كيفاش؟
Sinon, quand on a fait les tables qui commencent de 0 à Oui, 1, on monte. j'enlève le 1. D'accord. Ça veut dire 0. Tu ne vas pas rajouter de 1. La première case. La première case, c'était de 0. Il y a la première case. Oui, monsieur. Merci. Ok. C'est clair l'insertion? Bon. Je passe la suppression. Donc, on veut supprimer une valeur V dans une table de taille M toujours, en utilisant toujours le sondage linéaire. Maintenant, si vous changez de sondage, il suffit de changer l'action qui va calculer la valeur H. La même chose ici. Donc, j'initialise une clé A négative pour dire qu'il y a un cas d'erreur. Je commence le sondage TM 0 parce que les fonctions de sondage, de hachage, ils utilisent le mode. Donc, je dois commencer par le 0. J'ajoute le 1 toujours en cas de tableau qui commence à 1. Si vous êtes en C, le 1, c'est tout. Qu'est-ce que je fais? Tant que je n'ai pas atteint la fin du tableau, et tant que la clé est négative, je fais mon sondage. Le sondage TI, c'est quoi? Je calcule la clé H et CV et je vais tester. Est-ce que, attention, on ne va pas chercher est-ce que T de la clé val est égal à V. Parce que si j'utilise cette condition seulement, si on avait supprimé la valeur de V avant de faire la recherche, vous allez trouver que c'est égal à V parce que c'est une suppression logique. Donc la valeur existe toujours. C'est l'état qui a changé. Et donc il faut toujours accompagner la condition d'égalité avec l'état. Je vais dire si l'état est 1, ça veut dire qu'il est occupé et la valeur H, elle est égale à V. Vous avez vu la simulation de Neb, les cases occupées et la valeur est égale ou la valeur est différente. Parce que je peux avoir une situation où la valeur elle est égale, mais l'état il est supprimé. Et dans ce cas, je ne vais pas déblayer la valeur existe. Je ne peux pas supprimer quelque chose qui a déjà été supprimé. Alors, on est dans la suppression. Pour supprimer, il faut trouver déjà la valeur. Et je ne peux pas dire que la valeur existe si l'état de l'alvéole est supprimé ou là il est libre. Donc, la condition, elle est combinée entre l'état qui doit être occupé et la valeur qui doit être égale à V, la valeur qu'on veut supprimer. Si c'est le cas, je récupère sa clé. Sinon, j'avance. Donc, je continue mon sondage. À la sortie, si je trouve une clé positive, ça veut dire qu'on a trouvé une valeur dont la case était occupée, donc la valeur existe, je dois la supprimer. Alors, vous voyez que la suppression, je ne fais rien pour la valeur V. Je ne fais que changer son état. L'alvéole, l'état TAO devient -1, qui veut dire qu'il est supprimé. Si je lance encore une deuxième fois la recherche avec la même valeur, qui est égal à -1, c'est vrai que val égale à V, mais l'état c'est -1, donc je ne vais pas supprimer encore une fois. Je passe. C'est clair. Donc si la clé reste négative, la valeur n'existe pas, donc pas de suppression à faire. Même si val est égal à V. Ok, la suppression? C'est bon. Dernière primitive, la dernière opération, c'est la fonction de recherche. Alors, la recherche, la même chose. Donc, la recherche, c'est une partie de la suppression. Je termine la suppression. Maintenant, la recherche, ensuite, on a supprimé. Donc, la recherche, c'est l'étape avant la suppression. Donc, c'est exactement la même chose. Je l'ai appelé H existe, par exemple. Donc, je lui donne la table, je lui donne la taille, je lui donne la valeur à rechercher. Donc, exactement la même chose. N'importe quand on a une initialisation à faux, c'est une fonction, l'expression procédure, j'initialise à faux. Donc, je suppose que la valeur n'existe pas. Dans le cas où elle existe, je vais le remettre à vrai. Donc, qu'est-ce que je fais? Tant que ce n'est pas la fin du tableau, et tant que la clé est négative, donc tant que je n'ai pas trouvé de clé qui m'intéresse, je fais la recherche, comme tout à l'heure. Donc, si la valeur est égale et l'état est occupé, je récupère sa clé, sinon j'avance. Le 1 toujours, ça concerne les tableaux qui commencent à 1. Si je commence à 0, j'enlève le 1. À la sortie, si je trouve une clé positive, ça veut dire que j'ai trouvé la valeur. Je remets H existe à vrai. Le sinon, ce n'est pas la peine de le mettre parce que le sinon, c'est faux. Ah ouais. Sinon, donc, le V n'existe pas et la fonction reste à faux. Je l'ai initialisé à faux, donc l'hypothèse n'a pas changé puisqu'on n'a pas trouvé de valeur de clé positive. Et voilà comment donc influe
la variable état sur les procédures de recherche, d'insertion et de suppression. Ça veut dire que ce n'est plus un seul test est-ce que var égale à v, mais je dois combiner avec l'état de l'alvéole ou bien l'état de la casse. Maintenant, si vous décidez de changer la fonction de hachage ou la manière d'élimination des collisions, c'est à ce niveau-là. On va intervenir, faire l'action, c'est tout. Le calcul de la valeur hachée. Là, donc, on utilise un sondage linéaire. Si c'était un sondage quadratique, par exemple, c'est de la partie de ça va devenir v mod 1 plus i au carré, 2i au carré, par exemple, plus i plus e au carré. Si c'est un sondage double hachage, donc je vais avoir v de k à là, h de k, plus un d de k, plus par exemple un k, la clé taille, donc c'est v. Je sais pas, bon, les fonctions qu'on a vues, n'importe quelle fonction d, t'insérer à l'année. Ça va donner la clé en utilisant donc la méthode de sondage que vous avez utilisée. Donc l'intervention, bon, on a déclarer une fonction, h de k, la fonction de hachage, et je vais l'appeler ici directement, sans faire tout ça. Donc j'ai donné juste un exemple comment l'exploiter. Je vais dire carrément cv égale h de v, ou la h2 de v, h2 de v virgule i. C'est le i, la valeur v. En bas de la fonction ADIC, vous pouvez mettre n'importe quoi, n'importe quelle fonction de hachage. Dans ce cas, je ne vais pas changer à chaque fois l'algorithme des fonctions, insertion, de recherche et suppression. Je déclare une fonction de hachage, h2 de KI. Je la programme, donc je n'attends la formule de la fonction. Et là, je ne fais qu'appeler la formule, qu'appeler la fonction. Or, CV, c'est h2 de v, qui m'a dit tout à l'heure. CV égale h2 de v. Bon, là, j'ai programmé directement la fonction. J'ai donné exactement l'expression de la fonction, mais j'aurais pu utiliser une fonction de hachage à part. C'est bon, donc allez, c'est l'exploitation. Bon, maintenant la construction des fonctions de hachage. On a pris des exemples. Mais maintenant, comment je vais construire ces fonctions-là? Alors, on dit que pour réussir une opération de hachage, et garder ses performances, ça veut dire que la complexité sera autour de O de 1, il faut choisir une bonne fonction de hachage, une fonction de hachage adéquate. Comment? Alors, une fonction de hachage idéale est celle qui assure un hachage uniforme. Là, c'est l'idéal. Ça veut dire que la probabilité de hacher une clé vers chaque position, elle est la même. La probabilité que la clé de 1 ou la 2 ou la 4, c'est exactement la même. Mais HDIA, c'est vraiment, c'est-à-dire, en pratique, c'est pas faisable. Parce que on n'a pas une information sur les clés au départ. Les clés Ramejuna en temps réel. Et donc, je n'ai pas une relation de probabilité entre les éléments de l'ensemble de données TANA, de telle sorte qu'à prévoir, en quelque sorte, une fonction qui va prendre la relation entre les différentes clés pour générer une fonction uniforme. Donc, en pratique, il est presque impossible de trouver une fonction qui vérifie les conditions. Parce que cette condition, en général, la distribution des clés, elle est aléatoire. Et si elle est aléatoire, donc on ne peut pas trouver une fonction uniforme dès le départ. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On va essayer de se rapprocher au maximum de cette propriété-là, qui est une fonction uniforme. Alors, les propriétés هذوما, donc propriété d'une bonne fonction de hachage, واش لازم يكون عندها؟ لازم تكون هذه c'est une condition indispensable. Il faut qu'elle soit déterministe. Ça veut dire que si je lui donne une clé K, elle a une seule valeur H de K. Parce que je ne peux pas avoir deux valeurs hachées pour la même clé, sinon elle ne va pas être déterministe. Je vais choisir quelle clé, quelle valeur hachée. Donc, la première condition déterministe, c'est indispensable. Une fonction qui n'est pas déterministe, à jeter. Elle ne sert à rien. Donc, pour une clé qui est K, je n'ai qu'une seule valeur hachée H de K. La deuxième propriété, il faut qu'elle soit simple à programmer et rapide à calculer. Ça veut dire que je vais chercher des fonctions de hachage simples et rapides. Maintenant, la distribution uniforme des clés dans la table. C'est la condition qu'on va se rapprocher. Donc, on ne peut jamais atteindre une fonction uniforme, mais on va se rapprocher le plus possible
de cette propriété-là, c'est que la distribution des clés doit être uniforme. Ça veut dire qu'on va répartir les clés d'une manière uniforme sur la table de hachage. Alors, on a vu qu'une fonction de hachage au départ, elle passe par deux étapes, une étape de codage et une étape de compression. L'étape de codage. Alors, l'étape de codage, les clés, généralement, ils ne sont pas forcément numériques. Donc, cette étape, elle permet de transformer les valeurs numériques en valeurs numériques, transformer ces clés en valeurs numériques. Et parfois, même si les valeurs des clés, elles sont numériques, on les transforme en valeurs potentiellement grandes, parce qu'on a potentiellement grandes, parce qu'on a généralement les petites valeurs de clés créent des problèmes. Donc, je préfère agrandir en quelque sorte les clés. Donc, même si elles sont numériques, je peux leur appliquer une transformation qui reste toujours numérique, mais d'agrandir en quelque sorte. Donc, je vais faire une similitude, appliquer une similitude aux valeurs, et je vais multiplier par un coefficient assez important, ou là utiliser carrément une fonction simple à calculer, par exemple ax plus b, pour augmenter la valeur des clés. Si elles sont alphanumériques, là c'est obligatoire, donc on est obligé de passer vers des valeurs numériques, parce que les indices des tableaux, elles sont toujours numériques. Alors, les transformations des clés alphanumériques, si elles sont numériques, c'est simple, donc, ou bien qu'on les utilise directement, ou là, les multiplier avec un facteur donné. Le problème, c'est les clés alphanumériques. Dans le cas où les clés sont des chaînes de caractères alphanumériques, on utilise des moyens pour les transformer en entiers en utilisant le code ASCII des caractères. Tous les caractères qu'on peut manipuler, ils existent dans la table ASCII avec des codes. Donc, j'ai 256 caractères possibles ASCII. Bon, il y a des caractères de contrôle qu'on ne va pas utiliser, qu'on ne va pas utiliser. Il y a des coupures, malheureusement, je ne suis pas chez moi, donc je suis dans une école, j'utilise le Wi-Fi Taham, le champ n'est pas vraiment bon ici, donc je m'excuse, je n'ai pas pu assurer le... Est-ce qu'il y a vraiment trop de coupures? Non. Non, mais là, bon, quelques-uns. Même je sais bien que c'est-à-dire le Wi-Fi il est faible, les ondes terreau, mais bon, on continue. C'est réglé? Ok, c'est bien. Voilà, les caractères qu'on manipule, ils se trouvent tous dans la table ASCII. La table ASCII, donc, elle code 256 caractères. Parmi les caractères, il y a des caractères de contrôle qu'on n'utilise pas pour les manipulations. Donc, il nous reste des caractères alphanumériques. Il y a des caractères alphabétiques, carrément alphabétiques, donc de A à Z, minuscule, majuscule, comme je peux utiliser des symboles. Si c'est des chaînes de caractères, donc ce n'est que lettres alphabétiques, c'est plus simple. Sinon, j'utilise le code ASCII, même si le caractère n'est pas alphabétique, c'est un symbole. Alors, la première méthode, c'est la somme des caractères. Première méthode de transformation, bien, premier codage, c'est la somme des caractères. La somme des caractères, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une première méthode consiste à calculer la somme des codes ASCII des différents caractères composant la chaîne. Cette méthode est très simple. Je ne fais que accéder à la table ASCII, je récupère le code ASCII du caractère et je cumule. Cependant, il y a la somme directe des caractères, toutes les chaînes anagrammes auront le même code, ce qui augmente le nombre de collisions. Bon, anagramme, qu'est-ce que c'est anagramme? Donc, deux chaînes sont anagrammes s'ils sont composés des mêmes caractères avec le même nombre d'apparitions. L'ordre n'est pas important, mais tous les caractères de la chaîne 1 existent dans la chaîne 2 avec le même nombre. Et donc, si je fais la somme des codes ASCII des caractères, je vais avoir le même code. Ici, j'ai le même code, puisque la fonction, elle est déterministe. La fonction de hachage, elle est déterministe. Si je lui donne deux clés égales, ça va me donner deux clés hachées égales. Et donc, c'est ce qui va créer une collision. Donc, c'est vrai qu'elle est simple, mais si vous avez des anagrammes, c'est sûr, même sans les anagrammes, je peux avoir même des codes, par exemple, une chaîne fait des caractères, lorsque je fais la combinaison, la somme est la même. Si c'est anagramme, c'est sûr, je vais avoir le même code. Même si ce n'est pas anagramme, je peux avoir des cas où la somme des caractères est la même. Alors, exemple, le code de Alger. Donc, le code de A, c'est 65, le code ASCII de L, c'est 76, 71. Je fais la somme, je trouve 363.
Donc, ma clé, c'est 363. Le code de régla, qui est anagramme de Alger, donc tous les caractères de Alger se trouvent dans régla, avec la même fréquence. Je calcule la somme. C'est vrai que les codes ASCII ne sont pas dans le même ordre, mais le résultat final, c'est le même. Et donc, si je calcule maintenant H de K, je dois trouver la même parce que la condition indispensable sur une fonction de HH, c'est qu'elle soit déterministe. Donc, H de 363, c'est automatiquement égal à H du deuxième. Alors, pour éviter le problème, on utilise ce qu'on appelle la deuxième méthode, la forme polynomiale. La forme polynomiale, ça veut dire qu'elle va prendre en considération la position du caractère dans la chaîne. Donc, pour éviter le problème précédent, il faut tenir compte de la position du caractère dans la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interpréter la chaîne Hadia. C'est comme si c'était un nombre. C'est comme si c'était un nombre et on va le développer dans la base B. Je peux prendre la base, n'importe quelle base 10, base 20. Si je considère que la chaîne, c'est des caractères alphabétiques, à la belle l'alphabétique, les codes ils varient entre 65 et 128 et 122, je peux utiliser par exemple la base 128. Bon, même avec n'importe quel caractère, je peux utiliser la base 10. L'essentiel, c'est que je vais interpréter le nombre comme étant des chiffres. Je considère que A c'est un chiffre, L c'est un chiffre, et donc je vais tenir compte de ma position. C'est ce que vous avez fait structure machine l'année passée, la première année. Donc, vous avez un nombre quelconque, vous pouvez évaluer sa valeur en utilisant la forme polynomiale. C'est la somme des AI, B à la puissance I. Je donne l'exemple, par exemple, la chaîne BSA. Elle sera codée quoi? Donc, 65, c'est le code de A, c'est la puissance 0, bon, 128 à la puissance, juste 128. Le deuxième A, mais le deuxième A, je tiens compte de la position. Le deuxième A, la puissance tau, c'est 1. Donc, la base à la puissance 1. Il dit la code de S, c'est vrai que c'est 83, mais la puissance, c'est 2. Le deuxième 83, la puissance tau, c'est 3. Le E, la puissance tau, c'est 4. Et le B, la puissance tau, c'est 5. Ça me donne ce nombre-là. Mais vous voyez que le nombre, il est très, très, très grand. Donc, il dépasse la capacité des entiers dans une machine. Donc, en général, les nombres trouvés dépassent largement la plage des entiers en machine. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? En pratique, on utilise l'étape de compression en parallèle avec l'étape de codage. Ça veut dire que, le premier caractère 65, je vais le compresser. En bas, j'ajoute la somme 128, je vais compresser. J'ajoute de la valeur, je vais compresser pour ne pas atteindre la valeur qui dépasse la plage des entiers. Le résultat, c'est le même, parce que si je dis la somme, par exemple, j'utilise la fonction de compression qu'on a le modulo, qui trouve le modulo M, ça revient à dire le modulo M plus le modulo. Appliquer la fonction de compression en parallèle avec la fonction de codage pour ne pas tomber dans des situations pareilles où le nombre ADA est largement supérieur à la plage des entiers en machine, parce que ça doit être un entier accepté par la machine. C'est clair le problème? Ok? Je n'ai aucun écho. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Je ne suis pas seul. Déjà, on est seul dans une salle, dans une grande salle, on va Alors voilà, pour le calcul ADA, pour le calcul de cette somme-là, c'est-à-dire c'est une évaluation. Là, vous voyez que si j'utilise des puissances, ça devient très complexe. Donc, là, la complexité est exponentielle. À chaque fois, je calcule la puissance, donc c'est exponentiel. Alors là, on peut utiliser, généralement, on utilise la formule, ce qu'on appelle la formule de Horner, pour l'évaluation d'un polynôme en un point X. Avec la complexité est en O de n. Donc, ça réduit l'exponentielle à O de n. La formule, c'est ça. Bon, à la méthode première année, comment on calcule la valeur décimale d'un entier binaire, par exemple. Vous avez les deux méthodes. Vous pouvez utiliser la forme polynomiale ou là, utiliser la formule de Horner qui simplifie la complexité, bien sûr. La deuxième étape, donc, c'est la compression. Une fois qu'on a codé la clé, je passe à la compression. Et j'ai dit que je peux utiliser la compression et le codage en même temps, en parallèle. La compression, donc, une fois que les clés sont transformées en entiers, on passe à l'étape de compression qui consiste à réduire la taille maintenant des entiers obtenus
afin qu'il tienne sur la plage de l'intervalle des indices du tableau. Là, quand la taille du tableau c'est M, donc il faut que les clés appartiennent à l'intervalle 1M ou la 0M moins 1. Alors là, on a plusieurs méthodes. Les plus utilisées, c'est celle qu'on a vue. Donc, on a la méthode de la division. C'est celle qu'on a utilisée dans des exemples tout à l'heure. Donc, la méthode de la division, c'est la plus simple et la plus intuitive. Ça veut dire que la première méthode qui vient en tête, c'est ça. Alors, pour qu'un grand nombre entier K ne dépasse pas un autre entier M, on utilise la congruence. Donc, le reste de la division. Donc, il est K, il est remplacé par le reste de la division, de sa division euclidienne par 1. Donc, c'est le mode. Donc, la valeur compressée, H de K sera H de K, donnée par la formule. Donc, H de K égale K mod 1. C'est celle qu'on a utilisée. Ça s'appelle la méthode de la division et c'est la plus utilisée. C'est la plus utilisée. Exemple, si je reprends la clé de tout à l'heure, la clé de PSA qui correspond à PSA, donc si j'utilise un M égale 701, bon, vous allez me dire pourquoi vous avez choisi 701. Bon, c'est un choix à faire, on va voir comment. Alors, H de K, je vais calculer Hada mode M. Mais Hada, ce n'est pas un entier qui est accepté par la machine. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait de la compression en parallèle avec l'évaluation, le codage. Donc, maintenant, sur le nombre, à chaque fois, je fais le mode 701. Et je vais trouver la même valeur qui est le 15. Donc, vous voyez, avec la grandeur de la valeur Hadia, je tombe sur une clé très réduite qui est le 15. Alors, remarque, concernant le choix de M, justement, alors des études théoriques montrent que pour avoir de bonnes fonctions de hachage, on doit éviter des valeurs de M de la forme M égale de la puissance P, c'est-à-dire des puissances de 2. Je dis bien éviter. Je peux utiliser, mais vous pouvez tomber sur des fonctions de hachage qui posent problème. Pour converger vers une fonction de hachage, une bonne fonction de hachage, parce que là, on parle de la construction des fonctions de hachage, donc il faut toujours choisir une taille de tableau différente de la puissance de P, d'une puissance de 2, pardon. Autre chose, si les clés TACOM, ce sont des chaînes, voilà, ça dépend du domaine d'application. Si vous allez coder, utiliser des données entières, bon, là, on n'est pas concerné. Maintenant, si les données TACOM, ce sont des chaînes de caractères, interprétées en base de la puissance P, je fais un modèle par exemple de 128, c'est de la puissance 6 ou la 6 ou la 5. Donc, pour avoir de bonnes fonctions de hachage, il faut éviter que le M soit de cette forme-là, de la puissance P moins 1. Bon, on démontre pourquoi. On démontre que ça crée des problèmes. Bon, j'ai dit là, c'est des démonstrations théoriques, je ne peux pas les reprendre ici. Il suffit d'avoir l'information, c'est que si vous avez des chaînes de caractères à coder, évitez d'utiliser des labs de hachage de taille de la puissance P-1 si vous utilisez la base TACOM de la puissance P. De préférence, le M le choisir un nombre premier, comme je l'ai fait là, 701, c'est un nombre premier. Donc, les nombres premiers donnent de bons résultats pour les fonctions de hachage. Donc, les tailles de tableau étant premier, ils donnent de bons résultats. Le premier, il donne de bons résultats parce que le modulo TAO, si c'est un nombre premier, il a un seul diviseur, c'est le 1 lui-même. Et donc, le reste de la division, on peut dans des multiples. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir des M premiers. Parce que lorsque vous appliquez le mode, quel que soit le nombre, le mode M, vous allez avoir toujours des valeurs différentes. Par contre, si c'est un nombre pair, par exemple, un nombre qui n'est pas premier, il se peut que je vais avoir rapidement des collisions. Donc, le fait de choisir un M premier, ça m'évite des collisions fréquentes, très fréquentes. Maintenant, il ne va y avoir collision que si je dépasse le M. Ça veut dire que, par exemple, 1, mode 701, là, je me dis que 702, donc tu vas passer par 700 clés pour avoir une collision. Pourquoi? Parce que c'est un nombre premier. Il n'admet pas des diviseurs autres que le 1 lui-même. Donc, si vous choisissez un nombre assez grand de M et encore premier, vous êtes assuré qu'il y a au moins M clés
qui n'entrent pas en collision. Pourquoi? Parce que le reste de la division par 701 par le M premier, ils seront tous différents 2 à 2. Je ne vais avoir une première. Une autre méthode de calcul, c'est la méthode de multiplication. Résultat. La méthode de multiplication, c'est quoi? Elle consiste d'abord à multiplier la clé par une constante A réelle dans l'intervalle 0,1. Ensuite, on va extraire sa partie décimale, c'est-à-dire la partie fractionnelle, après la virgule. Monsieur, désolé, vous pouvez reprendre le dernier point. Avec un nombre dernier point à partir de quel slide? La multiplication. La méthode de multiplication? Oui. Ok. La méthode de multiplication qu'on a, c'est une autre méthode. On a la plus utilisée, c'est la méthode de division, c'est-à-dire le mode. Dernière remarque. Pardon? Je n'entends pas. Il y a une élève qui vous a dit, même la remarque, ma سمعتهاش. La remarque. Dernière remarque, à proposer le nombre premier. La remarque, oui. La remarque qu'on a pour avoir de bonnes fonctions de hachage. De bonnes fonctions de hachage. La bonne fonction de hachage consiste à choisir le M, parce que la fonction TANA c'est h de k égale k mod M. Donc on a le paramètre qui devra être choisi, c'est le M. Le K, c'est des clés. Donc ils jouent comme indépendamment de. C'est-à-dire, c'est pas nous qui vont choisir les clés. C'est l'ensemble de données. Le choix TANA, c'est le M. Quel M utiliser? Comme là, généralement, éviter les puissances de 2 pour la valeur de M. C'est-à-dire le choix à la table, avec la taille de la table, éviter les puissances de 2. C'est clair. Maintenant, si les clés Tawana, elles sont de type chaîne de caractères. Si on utilise une évaluation, on a fait le codage, la forme polynomiale, j'interprète la chaîne comme étant un nombre exploité en base B. Si vous choisissez une base B qui est égale 2 à la puissance P, par exemple 228. 128, c'est 2 à la puissance 6 ou 7, je ne sais pas. Dans ce cas, ne pas prendre M du type de la puissance P-1, parce que ça va créer des problèmes. Et on montre que ça crée des problèmes. Qui crée des problèmes, ça veut dire que ça va multiplier les collisions. Il y aura beaucoup de collisions. Maintenant, le cas général, il faut choisir le M comme étant premier. Pourquoi premier? Un nombre premier, le nombre de diviseurs Tao, c'est exactement 2. Le 1 est lui-même. Ça veut dire que si vous choisissez un nombre déjà assez grand, en plus premier, ça vous assure quoi? Ça assure que toutes les clés entre 0 et M n'entrent pas en collision. Parce que le reste de la division Teham, c'est toujours différent. Pourquoi? Parce que le nombre premier n'a pas de diviseur commun. Maintenant, quand il y a les collisions au-delà de la valeur de M. Ça veut dire, avec la clé 1 par exemple, donc la clé H c'est 1. Une autre clé qui a la même valeur H, c'est 702. Un jour après 700 clés. Et ainsi de suite. Donc le choix du nombre premier, c'est très intéressant de choisir des nombres M assez grands d'abord et ensuite en plus des nombres premiers. Donc ça évite les collisions fréquentes. Donc ça retarde en quelque sorte, ça minimise le nombre de collisions. OK? C'est bon? La deuxième méthode, c'est la méthode de multiplication. C'est la plus utilisée. La méthode de la division, c'est la plus utilisée. Mais elle a aussi de bons résultats. Qu'est-ce qu'elle consiste? On a un choix à quelconque. On va voir un cas ou une plus utilisée. Le cas, c'est un réel compris entre 0 et 1. Pour calculer la clé H, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la clé Tana par A, le réel. Ensuite, on va prendre la partie décimale, la partie fractionnelle, donc le nombre après la virgule. On va multiplier cette valeur, c'est-à-dire la valeur obtenue la valeur décimale, on va la multiplier par M, la taille de la table. Une fois qu'on va multiplier avec la taille de la table, on va prendre la partie entière, donc on va prendre la partie avant la virgule.
c'est elle la clé H. Exemple. Donc la valeur hachée, la formule تاعها تولي هكذا. H de K c'est quoi? C'est M multiplié par la partie fractionnelle et je vais prendre la partie entière. La partie fractionnelle c'est ça. Donc X entre crochets désigne la partie entière de X. Donc si je prends par exemple 4,5, 4 voilà la partie entière. Le cas mode 1, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est la multiplication de la clé par le nombre 1. Je vais prendre la partie fractionnelle. Donc, nous la partie entière. Si j'enlève la partie entière d'un réel, je tombe sur la partie fractionnelle, la partie décimale. Par exemple, 2,501. Si tu prends le nombre 2,501 et tu lui enlèves la partie entière 2, tu as 0,501. Tu as la partie décimale. On a la partie décimale, on va la multiplier par le nombre m. Résultat, on a la partie entière. Je donne un exemple. Bon, remarque d'abord. La remarque, donc, bien que la méthode fonctionne pour n'importe quelle valeur de A réelle, comprise entre 0 et 1, ça marche. Mais elle donne de meilleurs résultats pour la valeur proposée par un informaticien américain qui s'appelle Donald Elmendorf. Donc, il a pris en quelque sorte une valeur proche du nombre d'or. Le nombre d'or, je finis à racine de 5 plus 1 sur 2. Alors, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait fait la récursivité, on a la solution de la récursivité d'ordre 2. Il y avait deux solutions, racine de 5 plus 1 sur 2 et racine de 5 moins 1 sur 2. Alors, l'informaticien américain, il a pris la valeur la valeur en quelque sorte, l'image de la symétrie du nombre d'or, racine de 5 moins 1 qui est égal à 0,618. La valeur, elle donne de meilleurs résultats. Je peux prendre n'importe quelle valeur, mais spécialement, elle donne de meilleurs résultats. Donc, si je prends un exemple en utilisant la valeur, donc je vais prendre 1 égale à 13, c'est un nombre premier. Je choisis un nombre premier, 1 égale à 13. La valeur A égale 0,618. Donc, je prends juste les trois premiers chiffres après la virgule. Comment calculer les clés Tahadoma? 18, 41, 22. Alors, qu'est-ce que je vais faire? H de 18, c'est quoi? C'est M. Le voilà. Multiplié par quoi? Donc, KA. Donc, la clé TIK, c'est 18. Multiplié par le A, 0,618. Je lui retranche la partie entière. De 18, mais le résultat, la partie entière, la partie fractionnelle, la partie décimale. La partie décimale, je vais la multiplier par le n, le voilà, et je vais prendre sa partie entière. Donc, il y a 13 fois, ça me donne une partie fractionnelle, 0,124, c'est la partie décimale. Je la multiplie par 13, 13 fois 0,124, il y a 1, quelque chose. La partie entière, c'est 1. N'akhod la clé 41. Donc, je ne fais que remplacer. C'est M fois K fois A moins la partie entière de K fois A. Ça me donne une partie décimale, 0,338. Je la multiplie par M. Ça me donne 4, quelque chose. Je prends sa partie entière, c'est 4. La clé 22, donc c'est MA moins la partie entière de MA qui me donne une partie fractionnelle, 0,59, 6. Je la multiplie par 13, ça me donne 7, quelque chose. Je prends sa partie entière, ça me donne 1, 7. Donc, c'est les clés hachées en utilisant la méthode par multiplication au lieu de la méthode par division. Voilà, ceci termine le cours des tables de hachage. Si vous avez des questions. Sinon, on termine. Alors, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, pour le projet du TP, Oui. Madame Belhadi nous a donné la récursivité et les fils, mais on ne l'a pas fait avec elle en TP. Elle n'a même pas envoyé les PDF. Elle n'a rien fait. Ok, je vais la contacter. D'accord, monsieur, merci. D'autres questions?
ou là d'autres problèmes soulevés. Monsieur, est-ce qu'on aura des TP concernant les tables de hachage et leur utilisation? واش قعد لك على بالك une semaine ماشي une semaine quelques jours. إذا كان لا ريكورسيفيتي ما لحقتوش ليها je ne vois pas comment vous allez faire des tables de hachage. أنا نقدر نبعث لكم quelques exemples programmés par exemple les exemples qu'on a vus في le cours هذا je les ai programmés donc je peux vous donner quelques exemples de cas d'utilisation. Voilà, Oui, monsieur, ce serait bien. Comme ça, on va Ouais. comprendre leur application Oui, en oui, machine. oui, oui. Bon, je vais sélectionner quelques exercices من l'ouvrage تاعي ومن بعد sans problème. Bon, في l'examen, moi, je vous le dis dès maintenant, ما يدخلوش en tant qu'exercice في l'examen. Mais les idées qu'on a manipulées فيهم تقدروا تutiliseront dans d'autres cas. C'est clair. J'ai par exemple le livre que j'ai édité, qui a des exemples où pour optimiser, on va vers l'exploitation dans le sens table de hachage. C'est clair. Des fois, on a comme des algorithmes sur les piles, sur les fils, sur les listes. Pour mieux optimiser, pour réduire la complexité, on va vers la philosophie table de hachage. Ça veut dire on va utiliser une table de hachage de telle sorte ça fonctionne de cette manière-là pour réduire la complexité. Bon, vous n'aurez pas des exercices directement sur les tables de hachage, mais si vous exploitez les tables de hachage, je ne suis pas contre. Je peux exploiter l'idée qu'a les tables de hachage dans les solutions différentes. Même si j'utilise des structures de tables, de piles, de fils ou de listes, mais j'exploite les idées qu'on a vues pour les tables de hachage, c'est bien. Autre question. Monsieur, la prochaine fois, la série de l'étape de hachage. J'ai pas encore décidé. Bon, je vais peut-être vous donner des exemples de table de hachage, mais ça sera une séance de révision. Donc, préparez vos questions, Kamel, sur tout ce qu'on a vu, parce que l'examen maintenant, c'est les arbres. Bon, les tables de hachage, mais l'examen, mais les arbres, aussi. Donc, si vous préparez vos questions sur tout ce qu'on a fait, la séance prochaine, là, ça sera une séance de révision. Je vais donner quelques exemples de tables de hachage pour bien les comprendre, mais on va focaliser sur... Monsieur, Oui, j'entends. t'as les arbres. Ça se coupe chez moi. كيفاش PDF utiliser le TD sur les arbres. Oui. Bon, on va faire quelques exercices. Donne-nous en présentiel. Donne-nous quelques exercices. Donne-nous en présentiel. Donne-nous 2 exercices, je pense. Bon, on va traiter peut-être d'autres. Mais vous avez une idée déjà. Donc, on a utilisé les ABR, que la construction, la recherche, la suppression, dans le présentiel. Dans l'exemple, tu as le calcul du maximum ou du minimum d'un arbre quelconque, chez ABR, d'un ABR. Bon, on a en plus. Oui. La solution. كيفاش؟ بعت لنا la solution. نبعث لكم la solution, ماشي مشكل. Bon, vous avez tous les vacances pour je vais les envoyer. Pressionnez, je parle parce que je suis vraiment perdu quand mais en plus, maintenant concours du doctorat, on est concerné par les corrections. Donc, ما تزربونيش بزاف ces jours-là. OK? Donc, puisqu'il y a comme 10 jours de vacances, d'ici la fin de semaine, peut-être نكملوا les corrections de doctorat, بعد نبعث لكم les corrections. Merci, monsieur. OK, donc maintenant le jeudi, Inch'Allah. Merci, monsieur. Alors, merci, monsieur.